librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bienvenue à l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, nous recevons Karine Soares qui va nous parler de livres de littérature américaine. Bonjour Karine. Bonjour. Tu veux nous parler aujourd'hui de Autant en emporte le vent, entre autres, un oui. classique de la littérature américaine, et après Les quatre filles du docteur March. Donc, on parle de Autant en emporte le vent que tout le monde connaît, je pense. Oui. S'ils n'ont pas lu le livre, ils ont vu le film. Donc, je te laisse... Oui, Autant en emporte le vent, qui a été écrit par Margaret Mitchell. Bien entendu, le film, là, avec... c'est avec Clark Gable et Vivian Leigh. Est-ce qu'il y a eu une version plus récente, peut-être? Hein? Je ne le sais pas, mais moi le premier, on ne décroche pas de celui-là. Okay. Puis, c'est sûr qu'il y a... Ça fait très longtemps que j'ai ça. J'étais adolescente. Tu sais, juste pour dire à quel point là, ça m'a marqué, là, c'est une édition ici là, qui date de... dans le fond, là, il y a eu une réédition en 1964. J'imagine que j'ai trouvé ça dans la bibliothèque de mes parents, peut-être adolescente. Mais ce que je trouvais intéressant à amener ces deux livres-là, c'est que ça parle du même thème. Ça parle de la guerre de sécession, mais d'un point de vue tout à fait différent, parce que dans le cas d'Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell est née après la guerre de sécession, dans un État du sud des États-Unis, mais, je veux dire, elle vient d'une famille qui était relativement aisée, qui a été très marquée par la guerre de sécession, et elle était adolescente, peut-être 14-15 ans, avant qu'elle comprenne que les États confédérés, donc le Sud, les sudistes, avaient perdu la guerre. Elle s'est faite raconter toute sa vie les exploits des grands généraux du Sud des États-Unis, etc. Puis, ça a été un choc pour elle d'apprendre que les États du Sud avaient perdu la guerre. Elle était restée sous l'impression qu'ils avaient gagné à cause des exploits? À cause de ce que sa famille lui racontait des exploits des soldats du Sud. Or, dans les faits, c'est que, oui, il y a eu des exploits. Il y a toujours des exploits de la part des soldats dans n'importe quelle guerre et des deux côtés. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, on est autour de... Je ne veux pas aller dans des dates précises, là. Je suis sûre que mes professeurs d'histoire ou que M. Paul Vachon, le préfet de la MRC, qui est un ancien professeur d'histoire, il va me taper sur les doigts la prochaine fois qu'il va me voir. Mais c'est autour de 1850, là, la guerre de sécession aux États-Unis. On a le camp... des nordistes ou des Yankees, là, et l'armée confédérée, les sudistes. Et au début de la guerre, l'armée du Sud a vraiment fait des gains importants jusqu'en Pennsylvanie, jusqu'à Gettysburg, où là, vraiment, ça a été le point tournant de la guerre. Et par la suite, l'armée du Nord a vraiment envahi le sud des États-Unis, puis a vraiment dévasté là, le sud des États-Unis, qui s'en est probablement... Encore aujourd'hui, on en subit des séquelles. Il y a encore beaucoup de ségrégation raciale, il y a beaucoup d'injustice sociale, puis c'est une société qui n'a pas les mêmes, nécessairement, les mêmes perceptions, les mêmes façons d'envisager l'ordre social que dans le Nord, là. Et donc, là, j'ai 3 tomes, mais... je veux dire, ça existe sous plusieurs formats, Autant en emporte le vent. C'est un classique. Margaret Mitchell a écrit ce roman-là. Suite à un accident, elle était immobilisée, et c'est son mari qui lui a suggéré d'écrire ce livre-là. Bien entendu, c'est aussi une histoire d'amour, bien compliquée. Moi, tu sais, j'étais quand même assez jeune quand j'ai lu ce livre-là. C'est pas ça qui m'a accroché en premier. C'est l'histoire c'est vraiment l'histoire, là. Okay. Parce qu'on part au début dans le premier tome, là, ici. Bon, ben on a une jeune fille qui est Scarlett O'Hara, qui est tout à fait écervelée, là. Faut le dire comme ça, qui a été gâtée, qui pense juste à son prochain bal, qui est aussi têtue, gâtée pourrie, puis... En tout cas, je veux dire, dans mon québécois à moi, on dirait que ça y aurait pris une coupe de fessée, tu sais, pour le... je sais pas, mais elle est vraiment insupportable, tu sais. Et puis, elle s'est mise dans la tête qu'elle était en amour avec un individu, et dans la famille de cet individu-là, on se mariait entre cousins germains seulement, bref. Et elle se retrouve à se marier par dépit
Elle se retrouve enceinte et bon, là, on a une femme qui est capricieuse et en même temps, on assiste au début de la guerre. OK. Et là, dans le deuxième tome, elle va se révéler dans le fond parce que on découvre que, dans le fond, c'est un roman d'amour, oui. Il y a Rhett Butler, puis il y a Scarlett O'Hara, mais moi, je pense que le roman d'amour, c'est plus Scarlett O'Hara envers la terre de ses ancêtres, la fameuse Tara, la plantation de son père. Là. OK. Un amour, là, tu sais, puis à partir du moment où elle revient à Tara, en plein milieu de la guerre, dans des conditions épouvantables, tout ce qu'elle fait, c'est en fonction de la propriété. De la propriété, de maintenir cette propriété-là dans sa famille. OK. Puis là, à ce moment-là, elle devient absolument impitoyable là, envers n'importe qui. Est-ce qu'elle a encore son caractère du début, capricieuse? Ben, oui, mais là, à ce moment-là, c'est pas nécessairement centré sur... Bien, c'est centré sur elle-même, mais c'est centré sur la protection de la propriété, okay. de ce qui appartenait à son père. Là. Ouais. Puis, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas vu le film, l'histoire d'amour, est-ce qu'elle s'échelonne sur les trois tomes? Oui. Puis c'est plutôt dans le troisième où on parle de Scarlett et Rhett, qui vivent, dans le fond, qui réussit, lui, parce que c'est un mauvais garçon, puis lui, il réussit à la convaincre de l'épouser. Elle devient une paria de sa société bien pensante du Sud. Et puis, bon, à cause de son mariage inapproprié. Et puis, ensuite, elle va perdre un enfant. C'est la fin du mariage. Mais à la fin, tu sais, à la toute fin, ce qu'elle va nous dire, ça va dire, bien, c'est pas grave, je vais penser à ça demain. L'important, c'est Tara, c'est la plantation. Donc, c'est vraiment centré sur ça. Puis, la fameuse plantation, là, est-ce que c'est un lieu aussi où la guerre se déroule à proximité? Oui, tout à fait. La plantation, tu sais, je veux dire, c'est un roman. Tu sais, à l'époque, souvent... l'armée du Nord brûlait littéralement les bâtiments, okay. Là, et puis, c'était complètement dévasté complètement. Par chance, de son côté, étant donné que pendant que les armées du Nord étaient dans le coin de la plantation, sa mère étant extrêmement malade, et que, bon, il y a tout un concours de circonstances, la bâtisse n'a pas été brûlée. Okay. Donc, elle se retrouve avec la bâtisse, avec les terres, puis avec quelques domestiques qui sont noirs, hein? Parce que c'est sur un fond là, de guerre de sécession, puis de la fin de l'esclavagisme, de quelques domestiques qui sont restés fidèles à la famille. Donc, tout est là, tu sais. Puis, à partir du moment où elle revient à Tara, tout va être en fonction de trouver de l'argent pour maintenir la propriété dans la famille. Là. Puis, pour faire le lien avec l'histoire d'amour, le conjoint, lui, dans sa lutte pour la propriété, qu'est-ce que... Ah, le conjoint, lui, dans le fond, Rhett Butler, lui, là il a décidé, tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est un trophée pour elle, là, pour lui, là. Moi, c'est le même que je l'ai perçu. C'est une femme d'une grande beauté, c'est une femme qui a un standing, c'est ci, c'est ça. Puis, lui, ben c'est un paria, puis lui, il a décidé qu'il voulait épouser cette femme-là. Il a de l'argent, etc. Fait qu'à un moment donné, quand elle est mal pris, puis qu'elle dit « j'ai besoin d'argent pour, tu sais, Tara, ben je vais l'épouser parce que finalement, je vais en avoir de l'argent. » OK. Mais tu sais, je veux dire, c'est un personnage, là, Scarlett O'Hara, là. Tu sais, je veux dire, elle se retrouve, elle a de l'argent, elle a pu savoir quoi en faire parce qu'elle a marié Rhett Butler. Et puis là, elle a décidé de se faire bâtir une maison, puis c'est d'une laideur là, absolue parce qu'elle va dans les extrêmes. Tu sais, c'est le genre de personne qui va porter toutes ses bagues de diamants 2 par doigt parce qu'elle en a 12. Tu sais, elle est dans l'excès, là. Tu sais. C'est pas nécessairement, tu sais, des personnages super sympathiques. Moi, j'ai vraiment plus accroché sur l'histoire. L'histoire avec un grand H, là, comme on dit. Mais il y en a qui sont tombés en amour. Tu sais, moi, j'ai déjà discuté du roman avec autrui, puis qui sont tombés en amour avec ces personnages complexes, ces personnages... Moi, des fois, je lisais ça, puis je disais, maudit qu'elle me tape ses nerfs. Hein, que j'y réorganiserais le portrait, puis que je mettrais 2 yeux dans le même trou, tu sais. Mais bon. Mais il y en a beaucoup, c'est sur ça qui accroche. Quand on entend parler d'Autant n'emporte le vent, on parle de Scarlett O'Hara et de Rhett Butler. C'est des personnages marquants. Plus que de l'histoire. Oui. Lui, Rhett Butler, dans la guerre de sécession, est-ce qu'il s'est impliqué ou s'il était à côté? Oui, il est impliqué, mais en parallèle, lui, il fait du commerce illégal, tu sais.
Ah, OK. Donc, ils profitent de... Ben c'est ça, parce que, je veux dire, il y a un blocus maritime, là, Oui. le transport des denrées dans le sud se fait beaucoup par la voie de l'eau, des bateaux. Et puis lui, il achemine avec des bateaux, il est contrebandier dans le fond. Là. OK. Donc, et il vend à prix d'or. Donc, il s'enrichit pendant la guerre, ce qui est très mal vu, hein? OK. Mais il s'enrichit beaucoup. C'est pour ça que la famille de Scarlett le dépréciait comme ça. Puis là. la société tout En général. entière dépréciait, qui était issue d'une famille très bien pensante là, du sud aussi, là, de la Géorgie, mais que c'est un paria parce qu'il fait de l'argent sur le dos de ses compatriotes. OK. Ah, c'est à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, d'ailleurs, quand je disais que c'est vraiment là, l'amour de Scarlett pour la terre et la plantation, Oui. moi, j'ai une petite citation Vas-y. là, qui m'a toujours marquée. Puis c'est vraiment ça, je pense, que pour moi, qui illustre le OK. propos du livre. OK. Et ça dit tout simplement, oui, Tara valait la peine qu'on luttât pour elle et Scarlett acceptait la lutte sans discuter. Personne ne lui arracherait Tara, qui est la plantation. Personne ne réussirait à la faire vivre, elle et les siens, au crochet des parents qui lui restaient. Elle garderait Tara, dut-elle pour cela briser les reins à tous ceux et celles qui y demeuraient. C'est ça, c'est le même, puis c'est tout, comme on dit. C'est le centre de sa vie. C'est ça que ça veut dire. C'est en plein ça, exactement. Bon. Fait que le roman d'amour, oui, mais moi, je pense que c'est plus un roman d'amour entre Scarlett et Tara. C'est peut-être une manière d'attirer des lecteurs pour pouvoir lire l'ensemble de l'histoire aussi. Là. Mais ça vaut la peine, sans contredit, et ça vaut la peine de voir le film. Est magnifique, là. Je veux dire, puis on n'avait presque pas d'effets spéciaux à l'époque, mais Ben moi, non, là, la scène ça qui date quand même, là. des années 50, je pense que oui, certain. Puis l'incendie d'Atlanta, là, dans ce film-là, là, c'est quelque chose, oui. C'est vraiment, là, tu sais, les effets spéciaux, ça n'existait pas. Hein, Non, c'était pas par ordinateur dans ce temps-là. On a réussi à recréer l'ambiance là, de terreur, Et puis, pendant l'incendie d'Atlanta, elle est pognée avec sa belle-sœur qui est en train d'accoucher, puis ça va pas bien. En tout cas, bref, c'est rocambolesque par bout, là, mais c'est vraiment un classique, donc, de la littérature américaine, et ça se passe, donc, dans le sud des États-Unis. Donc, c'est la vue de la guerre de sécession par une personne du Sud. Oui, qui vient du Sud, c'est ça. Donc, avec le prochain livre, on va passer à une version peut-être opposée parce que c'est quelqu'un du Nord qui écrit. Oui. Veux-tu le présenter? Ben oui. Ah, ça, là, tu sais, puis les 4 filles du docteur Marsh, là, ça, tu me disais, toi, que ça avait été une lecture obligatoire, mais moi, ça n'a pas été une. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que dans mon souvenir, ça a déjà... Je ne sais pas si c'était dans les cours d'anglais ou dans les cours de français, mais j'ai l'impression que ça a déjà été une lecture imposée. Mais je n'affirme pas, là, je ne suis pas assez certaine. En tout cas, tu le sais mieux que moi parce que tu as déjà été prof de français, mais moi, j'ai pas lu ça comme une lecture obligatoire. Je me souviens pas. En tout cas, ça fait... Tu sais, si tu le regardes, là, il y a du vécu, mon livre. Hein? Beaucoup. Puis moi, je suis du genre à lire des livres plus qu'une fois. Ah oui? Ah oui, j'aime ça. Puis je trouve toujours des nouvelles choses quand je relis, les livres. C'est rare que je fais ça, lire. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, Autant n'emporte le vent aussi, il y a du vécu. Oui, il est écorné un peu. Il est écorné, puis parce que je l'ai lu beaucoup aussi. J'aime ça relire des livres. Je me semble que je trouve toujours des nouvelles choses. Ah, c'est sûr que quand on relit, il y a des choses qu'on peut avoir oubliées aussi, des détails, mais moi, pour l'ensemble de l'intrigue, ça m'intéresse moins. Oui. Mais tu sais, là, c'est ça, c'est des histoires où on est... Ben, en tout cas, surtout dans le cas des 4 filles du docteur Marsh, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette lecture-là. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai lu souvent. Louisa Alcott, elle, a vécu. Elle était infirmière pendant la guerre de sécession. OK. Margaret Mitchell, elle, est née après. Tu sais, on se disait avant l'émission, Margaret Mitchell est née après, mais tu sais, dans le sud des États-Unis, on n'a jamais vraiment accepté la défaite. Et puis, ça a pris plusieurs années. Elle était adolescente quand elle a réalisé que l'Armée du Sud avait perdu la guerre. Puis que ça a été un choc pour elle. Oui. Tandis que Louisa M. Alcott, elle a vécu la guerre. Et elle a vécu la guerre, mais c'est une femme qui vient d'une famille, son père est philosophe, elle vient d'une famille qui est très libérale dans ses idées intellectuelles, etc. Puis ça se reflète dans son propos, qui est un peu un roman autobiographique, même si, tu
sais, je veux dire, ça raconte l'histoire de 4 jeunes filles pendant la guerre, même si elles étaient, bon, déjà au front. On voit des idées, puis on voit la façon de considérer la guerre ou l'événement d'une façon tout à fait différente. Puis ça devait être présenté d'un point de vue différent puisqu'elle était du Nord, alors que l'autre était du Sud. L'autre essayait de protéger sa propriété, mais elle justifiait à un autre point de vue, probablement. Oui. Puis, tu sais, Autant n'emporte le vent, Tara essaie de protéger sa propriété, mais moi, je perçois comme Margaret Mitchell qui essaie de protéger un mode de vie, dans le fond. OK, oui, oui. Tandis que c'est pas du tout ça dans Les 4 filles du Docteur Marsh. Il existe aussi un très beau film avec Winona Ryder, là, qui est très bien fait. Ça, c'est plus récent, c'est plus récent, exactement. Okay. Je pense les années 80. Donc, Les 4 filles du Docteur Marsh, et dans le fond, c'est une famille qui n'est pas très à l'aise, là. On n'est pas du tout dans le même milieu. On a richesse, très grande richesse du côté d'Autan-en-Port-le-Vent. Ici, c'est une famille de médecins. Bon, ils ont une domestique pour aider, mais je veux dire, grosso modo, c'est une famille qui a des revenus peut-être ou des moyens modestes, mais qui se retrouve à vivre une situation quand même de pauvreté, étant donné que le père décide d'aller, de s'enrôler comme aumônier. Dans l'armée? Dans l'armée du Nord. Okay. Puis là, on voit, pas soldat, aumônier. Pourquoi? Oui. On voit des idées, là. T'sais. Un aumônier, c'est là pour accompagner, aider. La réflexion en arrière de tout ça, c'était dans le fond, de soutenir le moral des troupes. Bon. Oui. Et la maman, Mme Marsh, se retrouve à la maison avec ses 4 filles qui ont des tempéraments très différents. Mais il y a, à travers des épreuves, donc c'est bien entendu que ces jeunes filles-là aimeraient bien avoir une robe neuve à Noël, aimeraient bien mais là, se retrouvent à échanger de vêtements. Oups, bon, ben t'as un accroc dans ta robe, on va réparer ça. T'sais, on se retrouve à utiliser les moyens du bord pour bien paraître. Difficile, là. Les 2 filles aînées doivent travailler un peu comme dames de compagnie, etc., etc. Mais on retrouve des réflexions ou des façons. Tu sais, la maman va leur suggérer pendant la période des fêtes, de revêtir l'habit du pèlerin et d'écrire à chaque jour un récit avec une morale. Donc, on a, avec les expériences ou les aventures que vivent les 4 filles, on a, dans le fond, un récit qui prend forme en parallèle avec l'histoire. Moi, j'aimerais comparer, c'est un peu naïf, c'est plus un message d'espoir qu'on voit dans Les 4 filles du Docteur Marsh qu'à l'inverse d'une détresse qui est visible dans Autant n'emporte le vent. Moi, j'ai comparé Louisa Alcott à peut-être Lucy Maud Montgomery qui a écrit Anne la maison Pignon Vert. C'est une littérature qui est un peu naïve, qui va nous amener à rire beaucoup, mais à réfléchir puis à peut-être apprécier, entre guillemets, les plaisirs simples de la vie, parce que c'est un petit peu ça. Dans le fond, dans Les 4 filles du Docteur Marsh, c'est comme un livre sur la simplicité volontaire qui a été écrit avant 1900. Là, okay. Ça fait que, mais c'est très intéressant, c'est drôle, c'est triste. Le point de vue maintenant de l'auteur sur la guerre de sécession. Il est moins présent. Il est moins présent? Oui. Que dans Autant n'emporte le vent? C'est dans la trame de fond. On le sait que la situation vécue par la famille, c'est à cause de la guerre. Mais la guerre n'est pas au centre du roman. Ah, OK. Puis est-ce que dans la... Comment je dirais? Dans la justification de l'armée nordiste, est-ce qu'on le voit, leur but? Est-ce qu'on le mentionne? Plus ou moins. Non, c'est ça, plus ou moins. Même si le père est aumônier dans l'armée, on n'a pas cette... Non, tu sais, autant du côté d'Autant n'emporte le vent, on se rend compte que c'est dans le fond l'armée du Nord. Les gens du Nord veulent détruire notre mode de vie. Ah, OK. Autant dans Louisa Alcott, on est comme... Tu sais, je veux dire, ça fait pas partie du propos parce que on est comme convaincu, dans le fond, que c'est du bien fondé de... Okay. Est-ce qu'il y a la justification de la lutte contre l'esclavagisme dans le Sud? Pas du tout non plus. On n'en parle pas? Non, on n'en parle pas parce que... Parce que c'était ça, finalement, la grosse différence entre les deux, là. Oui, c'est ça. Non, dans le fond, le roman Autant n'emporte le vent est beaucoup plus calqué sur les faits historiques
que les 4 filles du L'autre, ce Dr. serait Marsh. plus sur la vie quotidienne à cause de la guerre. Exactement. Ah, oui. OK. Puis on a aussi, tu sais, c'est quand même la fille d'un philosophe qui a eu des maîtres. C'est une femme très instruite, Louisa Alcott. Donc, la pensée, la morale, la pensée, les conclusions à retenir d'un événement qui est une guerre, qui est en trame de fond, c'est beaucoup plus important pour elle que de parler de la guerre en tant que telle. Puis c'est pas à cause de la guerre, on n'a pas de robe neuve. À cause de la guerre, on n'a pas ci. Ou à cause de la guerre, on n'a pas ça. Ce qu'on retrouve dans Autant n'emporte le vent. C'est on vit une guerre, c'est difficile, on est séparés comme famille. Alors, comment on peut faire pour mieux s'en sortir? OK, c'est plus une adaptation face à la guerre. Donc, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de grande pensée par rapport à la raison de la guerre. Non, mais il y a des grandes pensées par rapport à justement, comment vivre en famille puis en société dans des moments difficiles. Puis durant cette période-là, le père, est-ce qu'il revient ou s'il est constamment absent? Il revient à la fin blessé. Okay. Donc, et là, tu sais, ça engendre aussi des questionnements puis des réflexions. Hey, il y en a qui vont mourir dans cette guerre-là. Nous, on est chanceux, notre père est revenu, mais... Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde, donc on est chanceux dans notre malchance. Tu sais, je veux dire, c'est la première fois que je pense, puis c'est en discutant avec toi, mais c'est vraiment un livre qui me fait penser à un essai sur la simplicité volontaire qui date de 1885. Bon, ben, je te remercie de ces réflexions-là. On se reverra probablement. Merci de tes suggestions. Merci beaucoup. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un livre de Jean-Jacques Pelletier, qui est un auteur québécois. Le titre, c'est Radio-Vérité. C'est un livre, Radio-Vérité, c'est la radio telle que, par exemple, Jeff Fillion faisait, là, où il critique beaucoup toute la société. Bon, en tout cas, c'est pas lui qui est dans le livre, ayez aucune crainte, là, mais c'est un animateur qui est très violent en ondes et qui critique les gens qui sont sur le BS, qui critique les politiciens, les policiers, les drogués. Bon, le livre commence par une jeune fille qui est dans un appartement, qui est droguée et la radio joue. Et à la radio, l'animateur dit que les drogués, ça ne sert à rien, qu'ils devraient quitter la société, que ça ferait le plus grand bien, qu'il n'y aurait plus de problème, etc. Et la jeune fille se suicide, se jette par la fenêtre, se suicide. Ensuite, là commence l'histoire. Là, il y a un policier qui vient d'être promu à un autre poste parce que celui qui l'occupait auparavant prend sa retraite. Et la première enquête sur laquelle il doit travailler, c'est que quelqu'un a enlevé cet animateur-là. Et là, on suit l'enquête et l'animateur qui est prisonnier dans un sous-sol, on ne sait pas trop où. Et ce prisonnier-là, l'animateur, celui qui le tient prisonnier, lui repasse en boucle les propos qu'il tenait à la radio. Et il devient exaspéré, mais il est attaché, il ne peut pas bouger. Et celui qui le tient prisonnier, il ne le connaît pas, mais il y a un logiciel qui déforme sa voix, donc il ne sait pas de qui il s'agit. Il réclame une rançon auprès du poste de radio. Le propriétaire du poste de radio refuse en disant qu'il n'a pas l'argent, mais en réalité, il est quand même un peu content parce que ça augmente ses codes d'écoute. Donc, ce n'est pas tellement à l'animateur qu'il tient comme à ses codes d'écoute. Et c'est tout ça, là, ça évolue tranquillement jusqu'à ce que, à la fin, ce que je ne vous dirai pas bien sûr, on apprend qui l'a enlevé et pourquoi. Je termine en vous disant cette phrase: un bon livre est un livre qu'on regrette d'avoir terminé.